pendant tout ce temps-là, une trentaine, quarantaine d'années, j'ai voyagé, fait énormément de débats, de conférences, etc., justement sur toutes les magouilles du show business, les coulisses de la presse, les coulisses des concerts, etc. Et pendant ce temps-là, je draguais. Et pour commencer, je dois dire que j'ai toujours séduit par les mots, quant à moi. Alors, jusqu'à il y a 2 minutes, pendant que notre hôte parlait, je me disais que j'allais dire j'ai séduit surtout par les mots, peut-être parce que j'étais complexé et que pour moi c'était plus facile. Je me trouvais pas beau, etc. Je me trouvais moche et je me disais que c'était plus facile de séduire les gens par les mots plutôt qu'un abord direct. Et puis j'ai réfléchi à un autre point de vue ces 2 dernières minutes. Et je suis bien content d'avoir apporté ce livre qui est ici, dont je ne pensais pas vous parler, mais je me dis que, en fait, les gays, depuis 30 ou 40 ans, enfin, pas tous, hein, c'est toujours 60% et 40% qui font autrement, enfin, il y a une tendance forte chez les gays, plus que chez les hétéros, à draguer par écrit, parce que c'est un premier moyen qui permet de pas avoir un râteau tout de suite. Si vous êtes hétéro, il y a 9 chances sur 10 que dans la rue, quand vous contactez directement quelqu'un, que ça puisse devenir compatible. Mais si vous êtes gay, il y a 9 chances sur 10 que c'est pas le cas. Donc, s'il y a un intermédiaire de petites annonces, etc., ça vous permet d'éliminer tous les autres pour essayer de draguer la personne que vous voulez. Donc, il y a un certain pourcentage de gays qui draguent davantage par écrit. Et pas uniquement en mettant des petites annonces. Et c'est pour ça que je vais vous montrer ce livre, qui est un livre rare. Je vais même le faire passer, mais je tiens à le conserver après. C'est un livre qui a été écrit par un obsédé, qui n'est pas un sociologue, un obsédé des graffitis dans les toilettes et un peu partout. Et donc, il a fait, il y a une trentaine d'années, le tour de la France à plusieurs reprises pour noter tout ce qu'on voyait dans les toilettes et dans les autres lieux publics et qui étaient des recherches de rencontres sexuelles. Et quand vous voyez les chapitres, vous verrez qu'il y a un pourcentage beaucoup plus grand d'annotations qui sont des annotations gays que des annotations hétérosexuelles. Et ça tente, et comme il a fait une sorte de travail, disons plutôt sociologique de terrain, il n'a pas essayé de privilégier l'un ou l'autre. Et donc ça montre aussi qu'à ce niveau-là, c'est un moyen privilégié puisqu'on passe d'abord par l'intermédiaire de l'écrit plutôt que de la rencontre directe. Le GSM et Internet ont transformé complètement ma façon d'écrire. Et que l'écriture amoureuse ne se passe plus du tout de la même façon à cause d'un simple élément technique. Donc je maîtrise pas mon écriture amoureuse. La technique est plus forte que moi. Et je me suis dit, mais au fond, peut-être faire un travail d'éducation aux médias ou à l'Internet serait de faire ce livre où je raconte, puisque j'ai les traces comme un journaliste, exactement les choses telles qu'elles se sont dites et faites il y a une trentaine d'années, et exactement comme elles se sont faites maintenant. Et donc, il y a une première partie où il y a une quinzaine d'histoires et une deuxième partie où il y a une autre quinzaine d'histoires. Je tire pas de morale si c'est mieux ni moins bien. On peut en discuter. Il y a des éléments qui sont plus chouettes maintenant, d'autres qui étaient mieux avant, etc. Mais en gros, c'est quand même, autrefois, on attendait des semaines et des semaines que le facteur vous apporte pas des factures, mais une lettre d'amour. Chose que la jeune génération ignore, c'est que pour elle, il y a que des factures qu'apporte ou des mauvaises nouvelles, le facteur. Parfois des télégrammes, on attendait des télégrammes le week-end. Et maintenant, à l'époque, on n'avait pas de tablette ni rien, donc on écrivait au bic avec des ratures. Et on devait écrire de suite bien parce que on savait pas effacer. Seul au bistrot, 5, 6, 7 pages quand on était amoureux.
Et tandis que maintenant, le soir, de préférence après 23 heures, entre 23 heures et 2-3 heures du matin, on est sur Internet et si on écrit plus de 20 mots, peut-être que le correspondant est déjà en train de draguer une autre personne. Donc il faut certainement s'arrêter à 30 mots. Et donc, on devient peut-être beaucoup plus concret dans ce qu'on écrit, etc. On emploie plus d'abréviations, etc. Et donc, voilà, mais ma trentaine d'histoires d'hier et d'aujourd'hui peut porter à réflexion à ce niveau-là. Alors, j'essaye de garder ma pudeur, mais chacun a une limite différente de la pudeur. Et voilà, c'était aussi dans ce travail ce qu'il fallait faire. C'est en juillet 1976, il y a eu la révolte des clavistes à Libération. En effet, il y avait plein de femmes féministes qui en avaient marre de taper à la machine, parce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas Internet, on tapait à la machine les petites annonces, et c'était tous des vilains machos avec leurs vilaines petites annonces. Et donc ces femmes qui travaillaient dur, parce que c'était les femmes qui tapaient les annonces globalement, ou du moins à 80% du personnel, et donc elles ont fait la grève. Ça a été communiqué au journal, donc le courrier des lecteurs de Libé tous les jours abordait est-ce qu'il peut y avoir des annonces macho ou pas dans les annonces de recherche, etc. Et finalement, la conclusion de ce qui s'est passé, c'est que, alors elles demandaient bien sûr la suppression des annonces macho, mais finalement elles n'ont pas gagné ça. Mais ce qu'elles ont gagné, c'est qu'elles pouvaient mettre des petites notes de la claviste. Donc quand elles tapaient dans le journal, pour le journal lui-même, une annonce qu'elle trouvait macho, elle pouvait mettre un petit 1, et au bas de la page du journal, elle pouvait mettre dans le petit 1 la remarque qu'elle souhaitait à propos de la dite annonce. C'est merveilleux, hein, comme histoire. C'est vraiment une vie. Ce que je dois dire maintenant, c'est que, en fait, si j'ai écrit le livre aussi, c'est parce que je suis le feuilletoniste des petites annonces. En fait, comme j'étais jeune journaliste et turbulent, je trouvais qu'il y avait un truc qui était pas bien, c'est que le lecteur, il peut mettre une annonce une fois par an ou écrire une lettre de lecteur une fois par an et il paye le journal. Tandis que le journaliste, lui, il paye pas le journal, il est payé. Et lui, il peut faire le suivi de ses dossiers toutes les semaines. Donc, je me suis dit, mais comment est-ce qu'un lecteur pourrait faire le suivi de ses dossiers dans un grand journal? En plus, un grand journal français qui était Libé à l'époque. Et donc, je me suis dit, mais au fond, on peut écrire aussi long qu'on veut. C'est gratuit. Donc, je vais faire comme, en petite dimension, se faisait Victor Hugo. Victor Hugo, dans la presse quotidienne, il avait son feuilleton, c'est-à-dire que il écrivait ses livres, et puis ça paraissait, avant de paraître en librairie, ça paraissait sous forme de feuilleton, tous les jours, en petites parties. Donc je me suis dit, mais pourquoi je ne serais pas un annonceur qui fait son feuilleton? Les petites annonces, il n'y a pas de nom. J'ai dit, mais je vais avoir un nom, parce que si j'ai un feuilleton, il faut qu'on sache que c'est moi. Donc mon nom, ça a été « À suivre ». Comme ce qui était écrit dans les feuilletons. Et donc, j'ai fait mes feuilletons, non seulement dans Libé, mais aussi dans d'autres journaux, pendant plusieurs années. Mais qu'est-ce que je vais écrire? Si c'est un feuilleton, il faut que ça ait quand même un sens, plutôt que simplement je cherche un beau mec qui est disponible. Et donc, j'ai décidé de raconter, puisque je suis journaliste par ailleurs, donc d'être très attentif à tout ce qui se passait dans ma vie. Et j'écrivais dans mon texte d'annonce ce que j'avais vécu grâce à l'annonce précédente. Et puis l'annonce suivante, l'annonce précédente, à suivre. Et bien sûr, ça ne se suivait pas. Les histoires s'arrêtaient toujours au moment où on entre dans la chambre à coucher, en général. Avec parfois des petites exceptions. Puisque c'est plutôt, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt la séduction. Donc c'est pas du tout du X ou du sexe, c'est la séduction, donc ce qui mène à la vraie relation. Je vais vous montrer une annonce qui est parue justement la première année où il y a des annonces sexuelles. Et donc en voici une.
Et ça va vous montrer que les arguments qu'on a employés pour séduire sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Jeune homme, 34 ans, beau garçon, revenu 7000 francs, belle habitation, épouserait demoiselle ou veuve, fortune équivalente, jolie, aimant campagne, tolérerait tâche, sérieux. Tâche, ça veut dire, si vous avez une tâche, ça veut dire que vous n'êtes plus vierge. Si vous n'avez pas de tâche, ça veut dire que vous êtes vierge. Donc, à l'époque, il était normal d'employer cet argument-là et ce terme-là. De même que je verrai pas beaucoup d'annonces sexe maintenant où l'homme ou la femme dit je gagne autant par mois et j'ai autant de propriétés. À l'époque, c'était ça, en fait. Donc, vous voyez la terrible évolution, la singulière évolution qu'il y a eu en un certain nombre d'années. Maison de l'enfance.